Bonjour à tous. Alors, comme il est de tradition maintenant, on est à la 7e édition, on va faire un petit point sur les nouveautés, une présentation d'abord du label et puis les nouveautés du label Éco-Jardin. Donc, je suis Aurore Mican, je travaille à Plantes et Cité et je travaille avec Jonathan que vous avez vu tout à l'heure sur le suivi de la procédure et du label Éco-Jardin. Donc, je vous pose toujours une petite question au début. Qui dans la salle ne connaît pas Éco-Jardin? Personne. C'est très bien. Alors je vais aller très vite du coup pour présenter le label que tout le monde connaît. Donc rappelez que c'est un projet qui a été initié en 2010 dans une étude financée par l'Agence française pour la biodiversité, anciennement ONEMA, dans le cadre du plan Écophyto, et qui visait à l'élaboration de références de gestion écologique. Et c'est un travail collectif qui s'est réalisé avec un partenariat que vous voyez affiché sur la carte de maîtrise d'ouvrage public et privé, de réseaux professionnels et du CNFPT pour sa diffusion auprès de l'ensemble des professionnels. Le travail a été coordonné par Plantes et Cité et a abouti à deux outils. Un référentiel qui est un guide de bonne pratique sur la gestion écologique que vous connaissez donc certainement, et le label, un outil de communication et de management qui intègre différents niveaux de critères, des critères essentiels pour le socle vraiment de la labellisation, des critères recommandés, des critères facultatifs, avec une adaptation des critères en fonction du type de site. Je vous rappelle les grands critères essentiels. Ils concernent 4 des 7 domaines décrits dans le référentiel. Sur les sols, l'absence de sol à nu sauf pour des motifs écologiques. Sur l'eau, avec une promotion de l'absence d'arrosage et si l'arrosage est nécessaire, de pouvoir évaluer les besoins en eau des plantes en fonction du climat, du type de sol et des plantes. Et depuis l'année dernière, un nouveau critère sur l'irrigation en circuit fermé des murs végétalisés, qui rejoint le fonctionnement des fontaines en circuit fermé. Sur la faune et la flore, l'idée de mettre en place des mesures de préservation de la biodiversité, de ne pas utiliser de produits phytosanitaires dangereux pour l'environnement et issus de la chimie de synthèse, et puis de mettre en place des mesures de réduction des déchets verts. Et enfin, sur la formation, la mise en place d'un plan de formation qui intègre des thématiques écologiques pour que l'on puisse progresser en compétences en même temps que l'on met en place les pratiques de gestion écologique. Le fonctionnement du label, très rapidement, il s'adresse à tout type d'espace vert. C'est un label qui labellise des sites et qui vérifie tout de même l'engagement dans une démarche globale, dans une politique, une stratégie du gestionnaire autour de l'écologie, qui s'appuie sur un contrôle externe et indépendant qui est réalisé par des auditeurs compétents et une gouvernance collective. Donc, ont été cités le comité de labellisation et le comité technique. Il est attribué pour 3 ans à la première candidature et ensuite, au premier renouvellement, la durée des renouvellements est de 5 ans. Et le coût de l'expertise de l'auditeur qui vient passer une journée et émet des recommandations lors d'échanges avec les jardiniers sur le terrain est de 715 €, l'ensemble des frais de gestion étant pris en charge par l'Agence régionale de la biodiversité en Île-de-France pour ce qui concerne les sites labellisés en Île-de-France et Plantes et Cité pour l'ensemble des sites labellisés sur le reste du territoire français. Alors, rappelez la procédure et je vais en profiter pour donner les dates cette année des prochains comités. Donc, tout se passe en ligne sur le site internet du label www.label-ecojardin.fr qui va évoluer au cours de ce printemps. Donc voilà, si certains sont déjà habitués à ce site, il y aura quelques petits changements, mais pour le mieux en termes ergonomiques. Préparer la visite de l'auditeur qui est en charge de rencontrer les jardiniers, et ça c'est important de le rappeler, ce sont les jardiniers qui sont lors de la visite en échange avec l'auditeur.
Ensuite, recevoir le label Éco-Jardin suite au travail du comité de labellisation qui étudie les rapports d'audit réalisés par les auditeurs. Donc cette année, 2 comités de labellisation sont prévus. Le premier aura lieu le 14 juin 2019 et le deuxième le 29 novembre 2019. Donc retenez, exceptionnellement cette année, le comité de juin a été avancé, mais sinon c'est tous les derniers vendredis du mois de juin et le dernier vendredi du mois de novembre. Une fois que vous avez reçu le label, vous pouvez commencer à communiquer sur les sites, les espaces verts, valoriser et améliorer vos pratiques pendant les 3 premières années du label si c'était une première labellisation, ou les 5 années si c'est un renouvellement. Pendant cette période, le comité technique se réunit annuellement et élabore des recommandations pour faire évoluer aussi le référentiel, le label. On en verra tout à l'heure et donc ça vous permet aussi de vous donner des objectifs pour pouvoir progresser et rester dans une dynamique d'amélioration continue. Et ensuite, la dynamique recommence. Vous validez à nouveau l'inscription de votre site en renouvellement, etc. Je vais laisser Jonathan faire un petit bilan statistique de 2012 à 2018. Merci Aurore. Donc, comme chaque année, un petit bilan de cette année passée pour voir les évolutions en termes de nombre de sites, sur les typologies, sur les acteurs qui nous ont rejoints l'an dernier dans les nouveaux labellisés. Et tout d'abord, et ça a été dit en introduction, donc à ce jour, on a 414 sites labellisés, 428 depuis le lancement du label en 2012. Comme en introduction, donc 14 sites n'ont pas souhaité renouveler le label. Ce n'est pas des sites dont le label a été refusé au moment du renouvellement. C'est des sites qui n'ont pas souhaité, des gestionnaires qui n'ont pas souhaité renouveler le label au moment pour leur site. Donc c'est 414 sites. On a un taux de renouvellement donc de 95% qui reste quand même important. Et donc là, vous voyez, depuis 2012, on a en bleu, c'est les nouveaux sites et en vert, c'est les renouvellements. Donc depuis la mise en œuvre des renouvellements en 2015, on observe une petite baisse du nombre de nouveaux sites, mais qui en fait est due aussi à un nombre de renouvellements importants. Donc les gestionnaires qui étaient déjà engagés dans cette démarche-là ont plutôt mis en œuvre un renouvellement de leur site plutôt que la présentation de nouveaux sites. Mais ça nous a permis quand même de dépasser l'an dernier donc le seuil des 400 sites labellisés. Très peu de sites non labellisés, on le dit à chaque fois. Le label est exigeant, notamment sur ces critères essentiels, les critères présentés par Aurore, mais il n'est pas insurmontable, c'est possible d'être labellisé. Il y a un certain nombre de pratiques à respecter, mais ça montre que c'est possible pour tous, les entreprises, pour les collectivités, les petites communes, les grandes communes, mais aussi les établissements d'enseignement. Si on regarde la répartition des sites labellisés, donc des 414 sites par région, donc on voit en effet que l'Île-de-France, avec 224 sites, a plus de la moitié des sites. Bon, on peut citer la ville de Paris, qui a plus de 100 sites labellisés, également la ville de Versailles, et puis un certain nombre d'autres collectivités, Gennevilliers, Colombes, Nanterre. Des entreprises, beaucoup d'entreprises, notamment ICAD, des bailleurs comme Paris Habitat, Efidis, I3F, qui ont sur cette région engagé une démarche annuelle sur la mise en œuvre d'une labellisation de leur site. On peut aussi citer sur le reste du territoire la ville Bordeaux, Bordeaux Métropole, la ville de Strasbourg, la ville de Dijon, la ville de Nancy, la ville de Besançon, Lyon, la ville de Lyon, la métropole de Lyon, ville de Marseille, la ville de Rennes qui l'année prochaine va faire grimper le chiffre en Bretagne. Et puis donc tout un tas d'acteurs et notamment beaucoup d'établissements d'enseignement, de lycées professionnels qui tous les ans s'engagent dans cette démarche et intègrent également le label dans leur enseignement. Si on regarde maintenant la répartition par typologie, donc là on reprend toujours les 414 sites labellisés, on regarde quelle typologie ça concerne. On a plus de la majorité des sites labellisés sont des parcs, des jardins, des squares.
essentiellement présentés d'ailleurs par des collectivités. Juste derrière, on retrouve des espaces, alors, espaces naturels aménagés, donc qui se rapprochent un peu de la typologie parc, mais avec des spécificités un peu plus naturelles. Et puis derrière, donc je l'ai dit, les établissements d'enseignement, tous les ans, on a de nouveaux établissements labellisés, les cimetières, également les entreprises, on va le voir sur la répartition et l'évolution des typologies d'acteurs. Les entreprises sont de plus en plus nombreuses à s'engager dans la démarche éco-jardin. Un petit focus sur la surface, je l'avais présenté l'an dernier. Donc on a augmenté on était à 75 km², donc 3 km² de plus par rapport à l'an dernier, donc une évolution quand même assez significative. Donc une surface moyenne de 18,9 hectares, et puis donc plus de la moitié des sites fait moins de 2,4 hectares, avec dans l'ensemble plutôt des sites de taille moyenne, donc d'un peu plus de 1 hectare. Entre 1 et 5 hectares. Si on regarde maintenant la répartition par gestionnaire, donc on a le graphique à votre gauche, c'est tout gestionnaire confondu, qu'ils aient présenté ou non déjà un site chaque année, avec en bleu les collectivités, en rouge les établissements d'enseignement, établissements éducatifs, et en vert les entreprises. Et on voit en effet que les entreprises, depuis 2015, s'engagent de plus en plus dans la démarche. On a de plus en plus de structures. Alors, on a des structures qui présentent des sites tous les ans, mais il y en a qui nous rejoignent chaque année. Les collectivités, bien évidemment, restent la typologie de structure, et notamment les communes. Donc, c'est le graphique de droite. Les communes sont les principaux gestionnaires à présenter des sites éco-jardins. Si on fait un focus sur les communes, et on regarde un peu la taille, la typologie des communes qui présentent des sites, on est plutôt sur des moyennes et grandes villes. D'ailleurs, c'est essentiellement, notamment les collectivités, les communes qui ont participé à la création du label, à la démarche éco-jardin, comme la ville de Rennes, la ville de Paris, Strasbourg, Marseille, etc. Donc ces collectivités engagées dès le départ se sont impliquées aussi dans la labellisation de leur site. Et on a, pour l'instant, pas du tout de village, donc de communes en dessous de 2000 habitants. Pour l'instant, aucun village n'a présenté de site. Donc la plus petite ville ayant présenté un site à la labellisation, c'est la ville de Cornimont, avec un peu plus de 3500 habitants. Voilà, et puis pour terminer ce petit bilan, je voulais bien sûr rappeler l'ensemble des labellisés 2018, qui soient labellisés pour des nouveaux sites ou en renouvellement. Donc en renouvellement, c'est tous les sites avec le petit R à côté du nom, donc c'est peut-être pas très lisible, mais voilà, ils vont pas tous faire une présentation aujourd'hui, donc c'est important aussi de parler de ceux qui ne présenteront pas aujourd'hui, mais qui se sont engagés dans la démarche. Voilà, l'ensemble des structures ayant été labellisées ou renouvelées en 2018. Et je repasse la main à Aurore. Alors, les actualités du label Éco-Jardin, en quelques mots. Alors déjà, je voulais vous rappeler ce qui a été annoncé l'année dernière, la durée de labellisation qui a été modifiée. Un premier label dure 3 ans, les renouvellements durent 5 ans. Cette augmentation de durée, c'est aussi pour vous permettre de mieux mettre en place les préconisations des auditeurs. On se rendait compte que 3 ans, c'était un peu difficile, ça revient vite. Et avec les aléas de la gestion d'un site, c'est pas toujours évident de progresser de manière significative. Donc 2 ans de plus pour faire cette marge de progrès. Attention, les premiers renouvellements auront lieu donc l'année prochaine. Et à ce moment-là, c'est aussi l'idée de prendre le temps de préparer ces renouvellements pour démontrer à l'auditeur qu'il y a bien eu une démarche d'amélioration sur le site. Une évolution importante à vous signaler, l'évolution du critère essentiel sur les produits phytosanitaires.
Jusqu'à aujourd'hui, la restriction portait sur des produits avec un classement au titre de la protection de l'environnement, donc dangereux pour l'environnement, et les phrases de risque qui étaient associées. En comité technique, au vu aussi des pratiques des labellisés, dont une immense majorité n'utilise aucun produit, nous avons choisi de pouvoir restreindre ce critère à l'ensemble des produits non classés et d'origine naturelle. Donc je vous ai mis un petit schéma pour vous montrer les types de produits autorisés dans différents dispositifs. Donc Tersen qui n'autorise aucun produit phytosanitaire ayant une autorisation de mise sur le marché. Éco-Jardin, dont le cercle se restreint et se rapproche du label Tersen. Les produits utilisables dans le cadre de la loi Labé, et puis les produits marqués agriculture biologique qui peuvent être finalement en transversalité entre différents types de produits. Cette année, il va y avoir aussi une analyse des usages en termes des produits biocides. Donc, pour rappel, les produits biocides sont utilisés pour protéger la santé humaine. Ils peuvent être sont des produits d'entretien, d'hygiène par exemple, qui peuvent être utilisés sur les parquets jardins. Et l'objectif est de pouvoir évaluer l'utilisation de ces types de produits pour faire évoluer un critère qui pourrait être un critère essentiel sur l'utilisation de ces produits, en cohérence avec le critère des produits phytosanitaires. Donc important à noter, mais finalement, peu d'entre vous sont concernés. Il n'y a aucun usage orphelin avec cette restriction de type de produit. Donc pour la gestion des quelques maladies qui posent aujourd'hui problème, maladies et ravageurs, donc la pyrale du buis, la processionnaire du pin et du chêne, et puis le papillon palmivore, c'est les cas que nous avons recensés dans le cadre de sites labellisés Éco-Jardin. La communication, on a largement parlé, je ne vais peut-être pas m'étendre, mais il va y avoir à la fin du premier semestre des outils de communication qui sont issus d'un projet financé par l'Agence française pour la biodiversité dans le cadre du plan Écophyto. À la fois la refonte du site internet du label, des vidéos de témoignages et une exposition sur la gestion écologique. Juste vous mentionner ce qu'a dit Patrice Château en introduction. En 2018, un concours photo a été organisé partout en France sur le thème des parcs et jardins publics en gestion écologique, qui a reçu près de 300 photos de 47 départements et de différents types de candidats, donc à la fois collectivités, bureaux d'études, entreprises, mais aussi étudiants et particuliers. Un jury pluraliste s'est réuni pour échanger sur ce qui était à mettre en avant pour montrer la diversité des sites, des usages et des paysages de gestion écologique et a abouti à une sélection de 20 photos. Et ce qu'il faut peut-être signaler sur ces photos, qui sont un petit peu la préfiguration de l'exposition à venir, c'est que la moitié de ces sites sont ou vont en théorie prochainement être labellisés Éco-Jardin. La reconnaissance nationale du dispositif Éco-Jardin, ça a été aussi une des bonnes nouvelles de l'année 2018 dans le cadre du plan biodiversité du gouvernement et dans l'avis du CESE sur la nature en ville. Je pense que tout le monde repartira aujourd'hui en ayant bien compris cette information. Elle va être certainement mentionnée à plusieurs reprises aujourd'hui. Et les partenariats et projets à venir, ce sont très proches de nous des collaborations et échanges avec la Belgique sur la région de Bruxelles et la région wallonne pour l'adaptation des outils d'éco-jardin. Donc c'est un dispositif qui intéresse et on partage avec plaisir notre expérience et notre expertise sur ces sujets. Et puis en attente de réponse auprès d'un appel à projet de l'AFB, 2 projets sur la mise en place de la référence et d'outils de gestion écologique à La Réunion et en Guadeloupe, pouvant amener à la rédaction d'un guide de gestion écologique et aussi à la mise en place du label Éco-Jardin. Donc nous rendez-vous l'année prochaine pour avoir plus d'informations sur ces projets à venir. Je vous remercie.